Okay, well, welcome along to Alan Carr's Easy Way London. My name's Colleen. I'm going to be your therapist for today. That actually you can find it easy to quit smoking. Instantly, permanently, without having to use any aids or gimmicks, without putting on weight, without using willpower. You can actually enjoy the whole process of quitting smoking and then never have the slightest desire to smoke again. Our approach today is going to be focused on removing your fears of being a non-smoker. And to do that, we're just going to look smoking squarely in the face and identify what it is that makes you believe that you would need to spend the rest of your one and only life shoving those filthy, disgusting objects into your mouth and setting light to them. OK, so I'm going to ask you all now to discard your old cigarettes and lighters onto the pile. Congratulations, you are now a non-smoker. Madame, combien de cigarettes fumez-vous par jour? 4-5. 3-4 par jour seulement. Entre 25 et 40. À peu près dans les 40. 3 paquets environ. Moi, 4 paquets par jour. C'est-à-dire en moyenne, 2 paquets par jour. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, allumer une cigarette était un geste banal, parfaitement admis par la société. Aujourd'hui, arrêter de fumer est devenu plus qu'une recommandation, un impératif. Les interdits s'immiscent dans notre vie de tous les jours. Les panneaux défense de fumer pullulent et s'insinuent partout. Il faut aussi braver les images de mort, de maladie, les slogans culpabilisateurs. J'ai lu quelque part que fumer rendrait sourd et aveugle. Et je me suis dit qu'on avait atteint là un point d'absurdité totale. L'effroi, le dégoût, la promesse d'une mort lente et douloureuse, tout est bon pour rappeler aux fumeurs sa condition tragique et misérable. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Depuis le 19e siècle, on sait que même à faible dose, la nicotine peut tuer de très gros rats. Ça fait longtemps que les médecins ont constaté une différence entre leurs patients qui fument et ceux qui ne fument pas. C'est pas pour rien qu'aux États-Unis, on appelle les cigarettes des clous de cercueil. Fumer tue, il n'y a aucun doute, on le sait depuis longtemps. Alors pourquoi ce danger nous semble aujourd'hui moins supportable, moins tolérable qu'avant? And gave up for 2.5 years. Started to smoke again in France at a health spa. On a weekend. Yeah, So You smoked for a long time? 8-9 years. I quit kind of, for 10 months using the book, actually. right. And Yeah, then, I read the women book and the normal book. Did you? The what book? I read the book. The normal book. Chaque jour dans le monde, plus d'1 milliard de personnes allument une cigarette. Ils doivent forcément retirer quelque chose de cette habitude. Un certain plaisir, une utilité sociale quelconque. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont dépendants. Les notions de dépendance et d'addiction sont propres à notre monde moderne. Hier, le tabac était un plaisir populaire, un mode de sociabilité accessible à tous. Il s'est ancré dans notre histoire, dans notre culture. Et fumer nous était devenu aussi naturel que boire ou manger. Le paquet de cigarettes, né avec le XXe siècle, avait banalisé le tabac, comme bien de consommation facile à offrir, à échanger, à partager. L'amusante manifestation qui célèbre les charmes du tabac commence par le concours de la plus gracieuse et souriante fumeuse. Concours de vitesse.
La cigarette, c'est vraiment un mode de sociabilité. C'est quelque chose qui s'offre, exactement comme la prise d'ailleurs pouvait s'offrir quand vous offriez la tabatière, vous voyez. C'est quelque chose qui s'offre, c'est quelque chose qui permet la discussion, c'est quelque chose qui permet d'engager la discussion. J'ai commencé à aller en France dans les années 50 et je me souviens qu'à l'époque, dès que vous arriviez chez quelqu'un, il sortait son paquet de blondes ou de gauloises et le posait sur la table basse pour vous inviter à fumer. Aujourd'hui encore, fumer est un geste démocratique. Un mendiant peut donner du feu à un prince. Tout a commencé avec les Indiens d'Amérique. Depuis ce temps-là, la cigarette est associée à une certaine cohésion sociale. Devenues chères, les cigarettes ne s'offrent plus aussi facilement. Chacun allume la sienne, mais les paquets restent au fond des poches. La convivialité n'est plus vraiment au rendez-vous. Alors pour se faire des amis, mieux vaut encore intégrer une thérapie de groupe. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Alex Mweji, and I'm the coordinating manager for the smoking session program. So the work that all of you do here, and then the work that all of us are going to do in the future, are all going to contribute to the effectiveness of good health for mankind. Good. We all know that the better the society, the better for all of us. Okay. I'm Betty Washington. I've been smoking since I was 27. I'm now 59. But now this is my real first attempt. I've stopped smoking. I haven't had a cigarette in 46 days. Excellent. I wear a pack. I've been smoking since I was 15. I'm 56 now. I just have trouble stopping. I tried the gum patch. I just have trouble stopping. It gives me something to do. I don't know what to say. My name is Patricia, and I'm pretty sure I will keep on the same track, especially since I have a little more help. Thank you. Il est déjà mort. Laissez pas parler les morts. Avant de diviser la population en fumeurs et non-fumeurs, le tabac réunissait les gens. Toute petite, je voudrais parler justement. Et pour cause, tout le monde fumait. Une cigarette à la main, on était prêt à écouter toutes les idées, à faire durer tous les débats. Vous l'avez tué. C'est le cinéma minable qui l'a tué. Le cinéma fait l'a tué. Mais vous avez 15 ans de plus que Sorin, vous Les lycéens, c'est normal, ils avalent n'importe quoi. Ah non, pas moi. C'est chaud. Ce que je voulais dire, c'est de la façon dont est intervenu le monsieur qui lève la main, l'éditeur, on peut avoir l'impression que les jeunes, finalement, sont... On l'allumait à toute heure et partout, dans les foyers, les transports, au bureau, au restaurant. Hommes, femmes, vieux, jeunes, elle faisait oublier les conflits et les différences. On est alors dans les années de la reconstruction, une époque où la société retrouve ses repères et son ordre habituel. Et c'est le moment où les femmes accèdent à l'émancipation, ce qui est aussi le signe d'une libéralisation politique. Pour ne pas gâcher la fête, les premières études prouvant dès le début des années 60 le danger mortel du tabac restent soigneusement confinées dans les tiroirs des chercheurs. La caution médicale est de bon ton dans les publicités. What cigarette do you smoke, doctor? More doctors smoke Camels than any other cigarette. La série américaine Mad Men, située dans le milieu des publicitaires new-yorkais, rappelle cette époque où l'insouciance de la population s'accorde au cynisme des fabricants. Our product is fine. I smoke them myself. My granddad smoked them. He died at 95 years old. He was hit by a truck. I understand. But our hands are tied. We're no longer allowed to advertise that Lucky Strikes are safe. So what the hell are we going to do? We've already funded our own tobacco research center to put this whole rumor to rest. And that's a very good start. But it may not affect sales. Don, I think maybe that's your cue.
Quand la série a commencé à être diffusée, j'ai expliqué qu'à l'époque, on mesurait sa consommation de tabac en nombre de cartouches par semaine. Quand on allait faire ses courses, on achetait du lait, des œufs et 2 cartouches de cigarettes. Les hommes en particulier fumaient 2 à 3 paquets par jour. Ça veut dire 60, voire 80 cigarettes par jour. Je me suis dit que la série allait être une sorte de Disneyland pour le public. Des jeunes m'ont dit, je ne savais même pas qu'on pouvait fumer à l'intérieur. Mais évidemment qu'on pouvait fumer à l'intérieur. On pouvait même fumer dans les avions. Ça fait très peu de temps qu'il faut sortir pour fumer. Il y a un désir culturel d'oublier tout ça. Les gens ont été choqués qu'on leur rappelle comment c'était avant. Mais dans un sens, ça leur plaît. Il y en a qui boivent un verre, ils s'en grillent une en regardant la série, et puis ils arrêtent. Dans les bureaux et les usines, la cigarette n'est pas encore considérée comme une pause improductive. Au contraire, elle est le signe d'une activité débordante. Du matin au soir, elle accompagne tous les gestes du travail. La cigarette, on a le sentiment que ça excite. Vous avez beaucoup d'intellectuels qui fument en travaillant parce qu'ils ont le sentiment que ça leur donne de la stimulation, ça donne de l'ampleur à leur propre imaginaire, ça les fait à la fois respirer et penser autrement. Elle y tient beaucoup. Romain Gary. Alors, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, roman publié chez Gallimard. Je vais distinguer 2 aspects dans votre roman, si vous voulez bien. Il y a un aspect réaliste. On prête à la cigarette toutes les vertus. Elle libère la parole et la pensée. Dans ses volutes, les idées semblent s'élever plus facilement. Mais seulement à ce moment-là, vous pouvez vous dire, pourquoi nous sommes si je ne bande pas, c'est parce que je me suis drogué. Oh, mais mon cher Arnaud, si vous êtes capable de faire la manche de Santo, bravo. Mais en combien de temps? Remarquez. Oui. Romain Gary, alors. Le tabac a accompagné l'acte de création des écrivains pendant très très longtemps. Et d'ailleurs, je suis persuadé que ça aide beaucoup d'écrivains de fumer. Par exemple, Françoise Sagan n'a jamais écrit un roman sans fumer cigarette sur cigarette. Et d'ailleurs, quand elle venait à Apostrophe, Françoise Sagan, elle fumait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et pour elle, la cigarette était à Françoise Sagan ce que la canne blanche est à l'aveugle. Ça leur était nécessaire. Ils étaient au fond, ils se retrouvaient dans une ambiance de café, ils se retrouvaient dans une ambiance de salon chez eux ou chez un copain. Et quand même, j'apprends aussi la progression de l'histoire, la passion, la souffrance et à la fin le détachement. Ah oui, évidemment, il y a des petits coups de pouce à l'alphabet. Oui. Quand j'ai commencé à Apostrophe en 1975, la plupart des hommes portaient la cravate et fumaient. Et puis, quand j'ai arrêté Bouillon de culture, les hommes ne portaient plus de cravate et ils ne fumaient plus. Vous pouvez suivre d'ailleurs le déroulement des émissions, voir une par exemple chaque année, et vous verrez décroître le nombre de cravates et le nombre de cigarettes, et puis à la fin, jusqu'à épuisement. Aucune étude statistique n'a établi de lien entre le port de la cravate et le fait de fumer. Mais en ces temps de plein emploi, les deux donnent l'image d'une société confiante dans ses valeurs et sa prospérité. Fumer fait partie du protocole, le maniement de la cigarette est une forme d'élégance. Fumer est aussi une activité esthétique. La manipulation du feu, la braise, la fumée, il y a quelque chose de profondément beau dans tout cela. Et les gens réagissent tout naturellement à ce genre de plaisir. Well. How long is it? How long is what? You know what? How long is it since we've seen each other? Oh, well, let's see. Cette dimension esthétique du tabac est magnifiée dans le mythe hollywoodien. Même éteinte, la cigarette est un accessoire à part entière, aussi important que le costume ou la lumière.
Le tabac a vraiment changé d'image. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, fumer, ce n'est plus cool. Ce n'est plus dans l'air du temps. Ça l'était à l'époque d'Humphrey Bogart, du film noir de Jean-Paul Belmondo. Nous sommes censés vivre dans une époque meilleure, plus intelligente, plus saine. Est-ce le résultat d'une démarche voulue ou consciente? Les héros d'aujourd'hui sont-ils meilleurs? Je n'ai pas de réponse définitive à cette question. Fumer est désormais le privilège de quelques incorrigibles, fidèles à leur légende. Un moyen d'entretenir une image de rebelle. Car la norme chez les stars est d'être non-fumeur et d'offrir une image éclatante de santé. C'est vers le corps et sa plastique que convergent tous les regards. Okay, well, this is, I'll throw this away. So, I took pictures of you guys earlier to show you some age progression stuff. So this is what you may look like if you continue to smoke at the age of 72. So I'm going to do Heather first, because Heather's here on my screen. So, turn it around. So that's you now, and that's you at the age of 72 if you continue to smoke. If you look around the eyes, there's a lot more wrinkles there. And here. Yeah. Loads and loads and loads more here. Yeah, loads more. And very much more there, here, around the eyes, around the forehead. Around the mouth. Yeah. Bottom mouth. Also, I don't know if you can see, oh, you can't probably see, but you do look more greyer. Yeah. You have a lot more grey complexion compared. That's what I thought when I first saw it. I thought it looked much greyer. And that's because the reduced circulation of blood from all the carbon monoxide that you're breathing in every time you smoke. The loose skin's caused by the lack of collagen that makes your skin elasticated, and the lack of vitamin A. Makes me look like my mum. Did your mum look like that? My mum did look like that, yeah. But my mum never smoked a cigarette in her life. Weird. Je crois que ce qui a beaucoup changé dans les périodes récentes, c'est le sentiment que les individus ont que leur corps, c'est vraiment leur capital. Voyez, et que leur corps les représente. Et que leur corps, c'est vraiment leur image au sens où elle traduit au plus profond leur identité. Leur identité, c'est moins comme auparavant le fait d'avoir le costume de sa classe sociale ou le fait d'avoir les indices de son métier, etc. L'identité, c'est le fait de traverser à partir de son corps l'expression qui traduit vraiment la personne au sens le plus singulier du terme. Notre corps nous représente. Même aux plus hautes fonctions, il ne faut rien en cacher. Savoir l'entretenir et le valoriser en toutes circonstances. Les gens ont besoin de se sentir plus ou moins en sécurité, de mener une vie saine. Et on s'est servi de cette aspiration pour marteler de plus en plus l'idée de la santé. Alors on a commencé à se poser des questions. Comment je me nourris? Est-ce que je dors assez? Est-ce que je mange trop de sucre ou trop de sel? Est-ce que je bois trop ou pas assez? Aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir un journal sans tomber sur un bon conseil du genre « Buvez un verre de vin rouge par jour »,« Le café est-il bon ou mauvais pour moi ?»« Est-ce que je dors sur le bon oreiller ?»« Est-ce que je dois aérer la pièce ?» L'homme moderne est tellement obnubilé par ces petites questions du quotidien qu'il en oublie presque de vivre. Bienvenue sur Tabac Info Service. Ce service d'information et d'aide à l'arrêt du tabac sera facturé 15 centimes d'euros la minute. Tabac Info Service, Laurent, bonjour. Bonjour, je vous appelle parce que
Je voulais vous dire que j'étais hypocondriaque, donc c'est pour ça que je veux arrêter. Oui. Parce que je me pose beaucoup de questions sur les maladies, tout ça. D'accord. Et en même temps, c'est contradictoire parce que quand j'ai peur, je prends une cigarette. D'accord. Est-ce que vous avez indiqué à votre psychiatre que vous que vous alliez arrêter de fumer? Oui, mais lui, il veut parce qu'il dit que je suis pleine de contradictions, je veux arrêter, mais dès que j'ai peur, je prends une cigarette. Donc c'est un cercle infernal, parce que je suis vraiment inquiète. Fumer, c'est désormais vivre dans la peur. Cette peur trouve sa source dans le milieu des années 70. Elle naît avec la crise, le chômage, dans une société en perte de confiance. C'est dans ces années que les dangers du tabac, démontrés par la science, sont révélés à la population. Le risque global est une diminution d'espérance de vie d'environ 7 ans pour le grand fumeur. En France, en 1976, une première loi s'attaque au tabac en limitant la publicité. Pour atteindre les fumeurs, changer la mentalité, une nouvelle arme apparaît. La prévention, cet ami qui vous veut du bien. Ce qui a changé en 40 ans, c'est qu'une pratique qui paraissait à la fois normale et qui paraissait comme une pratique d'affirmation, comme une pratique de valorisation en quelque sorte de la personne, d'affirmation de l'autonomie, d'affirmation de l'initiative. Cette pratique-là est devenue une pratique transgressive. C'est-à-dire que c'est devenu une pratique inquiétante, c'est devenu une pratique dangereuse. En 2 décennies, une vague d'interdictions s'abat sur le monde. Au début des années 90, des lois, comme en France la loi Evin, bannissent le tabac des transports, des administrations, des commerces. Peu à peu, même les pays les plus réticents, comme l'Espagne, le Québec, la Chine, se résignent à appliquer une législation. Certains États américains s'attaquent à des lieux où le tabac est traditionnellement toléré. Fumer est interdit dans les hôpitaux psychiatriques, les prisons, et même, comble de l'ironie, les couloirs de la mort. My name is Lionel Ferguson, and I've been smoking for about 40 years. And I'm glad now that society is finally becoming a little bit more aware of the dangers of smoking and realizing that it's not cool. I had to reprogram my mind to realize to stop the bad habits that developed over the past 30, 40 years. And once I've been able to do that, I've been able to stay smoke-free. Contrairement à ce que l'on pense, nous sommes extraordinairement souples quant à l'intériorisation de l'interdit. Et nous arrivons finalement, nous, humains, à assimiler insensiblement les interdits et à les rendre naturels. Pour donner le sentiment que ces interdits nous protègent, il faut sans cesse dire et redire le danger, alimenter la peur. La liste des maladies où le tabac serait en cause s'allonge comme par magie. Ostéoporose, surdité, impuissance sexuelle, tous les arguments sont bons. La santé place les hommes dans un état de grande dépendance émotionnelle. On peut contrôler beaucoup de choses au moyen de la santé. Elle concerne à la fois notre vie privée, la durée de notre existence, l'énergie dont nous disposons et notre résistance face à la maladie. La santé suscite énormément d'angoisse. L'impression de danger imminent pousse les fumeurs vers de nouveaux spécialistes, les tabacologues. Fumer n'est plus seulement cause de maladie, c'est en soi une maladie qui réclame une prise en charge, un bilan médical et psychologique complet. Le matin, au bout de combien de temps prenez-vous votre cigarette ou au bout de combien de temps vous pensez à elle, cette cigarette? 1 heure. 1 heure. Au moins, c'est au moment du départ. C'est au moment de partir. C'est au moment de partir. D'accord.
Trouvez-vous qu'il est difficile de vous abstenir de fumer dans les endroits où c'est interdit? Non. Mais mettons si vous êtes à un endroit assez long, mettons au cinéma, au restaurant, ou alors le train. Non. Mais Non, une fois... hier en sortant, ça va être la première chose que je vais faire. En sortant, c'est la première chose que vous allez faire. Et vous fumez plus le matin quand même. Vous avez noté que vous fumez plus le matin. Avec les collègues, je commence à 6h le matin. Hein. Ah oui, avec les collègues. Je commence à 6h, donc automatiquement, oui, dès le matin. Hein. Ouais. De 6h à midi, vous en avez fumé combien? Ça dépend de l'ambiance qu'il y a. À peu près, j'en fume au moins 5. 5? Ouais. Ouais, moitié, quoi. Enfin, à peu près, quoi. Ça dépend. D'accord. D'accord, on a 3 au test de Fagerström. Le test de Fagerström, un questionnaire à choix multiples qui sonde autant la consommation de tabac que les habitudes de vie, les travers psychologiques du fumeur. Est-ce que vous prenez des médicaments? Êtes-vous plus irritable quand vous ne fumez pas? Est-ce que votre foie, il est toujours stable? Trouvez-vous difficile de vous concentrer sur votre lieu de travail? D'un point de vue moral, comment vous vous sentez aujourd'hui? Avez-vous la bougeotte? Vous vous sentez plutôt tendu, énervé? Avez-vous déjà été soigné pour une dépression nerveuse? Vous voyez régulièrement votre médecin? Sur une échelle de 0 à 10, évaluez votre confiance en vous. La dépendance au tabac est aujourd'hui répertoriée dans le DSM, manuel de psychiatrie américain, comme trouble du comportement. Fumer relèvera-t-il bientôt de la maladie mentale? De fait, la stigmatisation du fumeur est si forte qu'ils en développent de nouvelles névroses. Sentiment d'échec, culpabilité, perte de confiance en soi. Okay, sweetie, are you there? I switch it on. Parmi les thérapies et méthodes de sevrage, la prescription d'antidépresseurs, comme le Zyban ou le Chantix, est devenue monnaie courante. Okay. There are other medications to help you, like Chantix. Okay. Basically, it works like this. Remember, when you smoke cigarettes, the nicotine that are present in the cigarette, there are some centers it will hit in our brain. They're called receptor sites. Okay. So when they hit those centers, the dopamine is released, and then it makes us to feel happy. Now, when you are using the Chantix will go and block those receptor sites, those areas. When you now smoke cigarettes, you no longer have the enjoyment. Those your cigarettes? No, they were just sitting here in the garden. You don't smoke, do you? Nah. Give it up. No, me either. Boy. Enough of that. That was enough. 25 big ones. Oh, boy. Finished. Got the energy now. Hey. Boy, since I quit, boy, just everything. Yeah, you focus. Zeroed in. Oh, yeah. Bang, Me too. I feel sorry for suckers. Still puffing away, No willpower. No willpower. Pacifier. Silly. The beauty of quitting is that now that I've quit, I can have one. Because I've quit. Just like jewelry, it's not really, I don't even inhale. You want to join me? Well, yeah, since I quit. Yeah, okay. You can have one. Yeah, I can do that. Yeah. All right. Okay. Ces dernières années, les interdits ont été étendus aux lieux de convivialité, cafés, restaurants, boîtes de nuit, où le tabac est particulièrement apprécié. Dans les années 70, une telle interdiction ne pouvait être qu'un canular, voire un poisson d'avril au journal télévisé. Ce geste, fumer une cigarette, vous ne pourrez plus le faire en toute liberté. Interdiction de fumer dans les ascenseurs d'immeubles, privés ou publics. Interdiction de fumer dans les halls de gare, dans les couloirs du métro. Interdiction de fumer dans les magasins, chez tous les commerçants, dans les cafés, aussi bien aux terrasses qu'à l'intérieur. Interdiction de fumer dans les jardins publics. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction de fumer dans les lieux publics? C'est une atteinte directe à la liberté individuelle et je suis absolument contre.
J'ai envie de fumer, je fume. J'ai bien le droit de fumer. Dans le café? Oui. Et pourquoi? Pour ne pas gêner les autres consommateurs, ceux qui n'aiment pas la fumée de cigarette. Ceux qui sont gênés s'en vont. Gêner les autres. Un argument qui suscitait alors l'incrédulité. Depuis, une théorie est apparue permettant de débouter les fumeurs de leurs droits et libertés, le tabagisme passif. Le fumeur n'est pas seulement une menace pour lui-même, mais aussi pour les autres. Il intoxique ceux qui l'entourent. Malgré le manque de preuves scientifiques, les adversaires du tabac tiennent là un argument décisif. L'État de New York est très urbanisé. La majorité des habitations sont des immeubles. Les gens vivent en appartements, dans des résidences en copropriété. Et du coup, il y a une très forte exposition au tabagisme passif, même dans les foyers où personne ne fume. Recently, there's now the third-hand smoke. Yes, this happens when you are living in a home and you smoke cigarettes. As you smoke cigarette, the toxins, the carbon monoxide, the particulate matter all leave and then they settle at the homes, in the walls, in the ceilings, on the tables. So over time, they accumulate at these surfaces. And then when the wind starts to blow, this particulate matter are released into the air. And so when you breathe this matter, it's now the third-hand smoke. Rien n'arrête la surenchère des arguments contre le tabac. Sournoisement incrustés dans nos murs et nos placards, ils seraient toujours prêts à agresser notre organisme. La psychose s'installe. When I stopped smoking and I went into my closet, my closet smelled like smoke. Yeah. My clothes. Yeah. I cleaned everything in there, put all coats in the cleaners. I'm in the process of painting my house because I noticed on the walls the tobacco. Really, from the smoke. Le tabac serait aussi une pollution, un danger pour le parfait équilibre atmosphérique de nos villes. Dans l'État de New York, le plus pollué des États-Unis, il est maintenant défendu de fumer dans certains espaces extérieurs, comme les parcs et les plages. Face à cette extension sans limite des interdits, la résistance s'organise. Qui va respirer ça? Ça disparaît en un clin d'œil. Toute cette croisade anti-tabac, on nous fait croire que c'est pour protéger les non-fumeurs, mais en fait, c'est pour nous forcer à arrêter de fumer. Ce n'est pas pour lutter contre le tabagisme passif, mais pour faire en sorte que les fumeurs ne puissent plus s'en griller une où que ce soit. Quand vous êtes dehors, à proximité d'un fumeur, vous ne pouvez pas faire autrement que de respirer sa fumée, et ça a des effets nocifs sur votre santé. Cette réglementation permet aussi de protéger les enfants, car les fumeurs donnent le mauvais exemple. Voilà pourquoi il doit être interdit de fumer dans les aires de jeu, les parcs et tous les endroits où les familles vont pour se détendre. Ces lieux doivent absolument être non-fumeurs, pour empêcher les enfants d'être victimes du tabagisme passif et leur éviter tout contact avec les fumeurs. Fumer est devenu un geste obscène, déplacé. Dans les films, la présence du tabac est surveillée comme celle du sexe ou de la violence. L'Union européenne finance même des études visant à limiter la cigarette dans les films tout public. So, das ist jetzt so eine Szene. Da sieht man einen der Hauptdarsteller, Canet, mit der Zigarette in der Hand und auch mit der Verpackung. Und was soll jetzt das Rauchen hier bedeuten? Er ist konzentriert oder ist er nervös oder was bedeutet das hier in der Situation? Ja, also es gibt in dieser neuen WG natürlich Probleme. Es ist zwar noch keine Beziehung da, aber mit den WG-Bewohnern an sich haben sie jetzt sozusagen Knatsch zu Hause und... Okay, also er hat ein Problem und deshalb braucht er. Dafür wird es ja auch andere Lösungen geben. Und muss er nicht zur Zigarette greifen. Und Bier. Und Bier dann auch noch dazu. Okay, lassen wir es mal weiterlaufen. Okay.
fond, nous sommes devenus des sociétés complètement puritaines sur le problème de la santé, complètement exigeantes, avec une sorte d'image assez fantasmatique de la pureté, avec cette image sans laquelle tout comportement risque de polluer finalement l'espace individuel, l'espace collectif. Ça, c'est incontestable. Ce n'est plus seulement le tabac qui dérange, mais sa vue, et même son image. Même les figures du passé sont priées de donner le bon exemple. Jacques Tati, André Malraux, Jacques Chirac ont ainsi testé une nouvelle forme de sevrage, l'effacement numérique des cigarettes. Quel est le but de cette nouvelle censure? Qui entend-elle protéger? Prenons un adolescent dont les parents ne fument pas. S'il a l'habitude de regarder des films où la cigarette est très présente, il aura tendance à fumer autant qu'un adolescent dont les parents fument. Les images que l'on voit au cinéma ont un impact immense. Elles peuvent faire voler en éclats les valeurs et l'éducation que les parents essaient de donner à leurs enfants. Faire un film pour enfants dans lequel les personnages fument, c'est un peu comme jeter des déchets radioactifs dans une cour de récréation. Ça va rester un bon bout de temps. Mais faut-il à tout prix protéger nos enfants? Les rendre sitôt conscients de leur santé, ce bien dont ils jouissent naturellement? À force de prévention, la santé s'est peu à peu immiscée dans l'éducation, au point qu'elle pourrait bientôt être enseignée, au même titre que l'écriture et le calcul mental. Si l'homme ne peut pas s'empêcher de fumer, peut-être peut-il empêcher ses enfants de fumer. Suzy, la voici. C'est le robot fumeur. Elle fume devant une classe à qui on va montrer tout à l'heure les poumons de Suzy la fumeuse, et nous verrons les réactions des enfants devant les poumons artificiels de cette fumeuse artificielle, hélas trop réelle dans la vie. Pour beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes, la cigarette est souvent considérée comme un rite de passage. C'est quelque chose qui leur est nécessaire pour se frayer un chemin vers l'âge adulte. On peut commencer à se demander si l'enjeu n'est pas de trouver un cheval de bataille quelconque, un sujet fédérateur qui concentre le puritanisme, la méfiance et le malaise américain vis-à-vis de ce que j'appelle le plaisir adulte. Pour moi, cette notion de plaisir adulte est capitale. Que ce soit l'alcool, la drogue ou le sexe, toutes les formes de plaisir adulte comportent une part de risque. C'est ça être adulte, être capable de prendre du plaisir dans des activités à risque. Ta cigarette après l'amour, je la regarde à contre-jour. Mon fois la même chose, déjà tu penses à autre chose. Autre chose, ta cigarette après l'amour, je la regarde à contre-vous. Wie kontrolliere ich? Comment contrôler les comportements par rapport au désir? Comment contrôler les excès de façon à assurer un certain ordre? Depuis des millénaires, c'est la question clé de la politique et de la religion. Comment faire pour maintenir les hommes sous contrôle? Cette jeunesse qui s'apprête à affronter la vie,
A-t-elle toujours la sobriété qui conviendrait pourtant? En sacrifiant à une mode extravagante et dangereuse, n'est-elle pas déjà trop souvent intoxiquée moralement et physiquement par l'alcool et les excès de toute sorte? Car, ne l'oublions jamais, l'enfant qui naîtra un jour de ses futurs parents inconscients héritera, hélas, de leur tard. Comme il héritera de leur qualité, et il est essentiel, pour que vive une nation prospère, que de beaux enfants naissent de parents sains et vigoureux. Au fond, c'est comme une guerre de religion. Ce sont des croyances qui s'affrontent sur la manière dont les hommes vivent sur Terre. Comment nous vivons notre corps, nos désirs, ou le fait qu'on soit mortel. Ce sont là des questions fondamentales, qui sont présentes dans les religions modernes de la santé, mais qui remontent au début de la chrétienté. On se focalise de plus en plus sur une certaine idée de la santé. Et selon moi, ça sert les intérêts d'une société que je qualifierais de totalitaire et qui veut progressivement contrôler tous les aspects de notre existence. Dès lors que la pensée biologique influence la santé publique et que celle-ci fait l'objet d'un programme d'État, il faut faire preuve de la plus grande vigilance. Parce que cela s'accompagne toujours d'une volonté d'éduquer le peuple. L'État s'efforce d'imposer certaines conceptions. Les nazis, et je sais qu'on ne peut comparer cette période à aucune autre, mais les nazis ont donné un exemple saisissant d'une telle démarche. Mussolini und Franco, drei Männer, die für ihre Völker und für die gesamte Kulturwelt als Symbole der Willens- und Leistungskraft erscheinen, brauchen nicht. Sie haben für das Glück ihrer Nationen mehr geleistet als jene Zigarettenfirmen, die uns weismachen wollen, dass man durch den Genuss irgendwelcher Nikotingifte zu größerer Gesundheit und größerer Leistungskraft gelangt. L'Allemagne nazie est en matière de lutte anti-tabac un précurseur. Pour Hitler, le tabac est le symbole de la décadence des démocraties occidentales. Les représentés juifs, les intellectuels dégénérés, les mœurs permissives et douteuses de l'Amérique. Il faut en préserver les Allemands. La santé du peuple passe avant tout. Okay, I'd like you now to relax, close your eyes, take a few deep, slow breaths, as if you're about to have a little doze or a little catnap. On a de plus en plus de mal à trouver ce qui est porteur de sens dans la société. On ne croit plus à grand-chose. On ne croit plus guère en une vie dans l'au-delà ou en une église. Et l'on doute même souvent de la démocratie et du capitalisme. Voilà pourquoi la santé est devenue une sorte de religion moderne. Par exemple, au niveau du dos, vous pouvez ressentir que ça appuie plus en haut ou en bas, que vous ressentez plus votre dos. Aucune génération n'échappe à ces impératifs de santé. Dans les maisons de retraite aussi, fumer est désormais interdit. Dès que je me levais, j'allumais une cigarette gitane. Et je finissais au bout de la journée 2 paquets de cigarettes de gitane. Maïs, hein. Voilà. Tu voyez ce que c'est? 2 paquets par jour? Oui. Une cigarette rallumait l'autre. Et vous n'en avez pas crevé?
Et j'en suis pour mort, voyez. Dans notre culture, on a tendance à beaucoup valoriser la longévité, comme si le fait de vivre vieux était une fin en soi. Je trouve que ça n'a pas de sens. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité de vie, pas le nombre d'années qu'on a vécu. Et en fin de compte, cette obsession de la vie cache une grande hostilité à l'égard de la vie. Parce que si je passe mon temps à penser aux risques que j'encours, je ne vis plus que dans la crainte et l'angoisse. Et j'en oublie tout simplement de vivre. Il n'est jamais trop tard pour en finir avec le tabac. Expier toute une vie de fumeur. Mourir peut-être, mais surtout en bonne santé.